Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de InCyber Forum au cœur du live SD Magazine. Et j'ai le plaisir d'avoir un nouvel invité à mes côtés où nous allons parler de l'intelligence artificielle, évidemment, dans les investigations numériques et comment tout cela évolue, permet effectivement aussi aux enquêteurs de pouvoir effectivement performer, pouvoir mieux utiliser, mieux gérer ce volume de données qui arrive et qui est d'ailleurs aujourd'hui inégalé. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bouzon à mes côtés. Julien, merci d'avoir accepté notre Bonjour, invitation. merci beaucoup. Alors je rappelle pour nos invités, ceux qui nous suivent, que vous êtes donc expert investigation numérique légale au sein du groupe La Poste. Alors ensemble, on revient sur l'intelligence artificielle dans les investigations numériques. Aujourd'hui, vous évoquez 4 règles clés pour vous qui drive votre quotidien: la légalité, la faisabilité technique, la sécurité et évidemment l'éthique. Alors est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ces 4 règles, peut-être faire un focus notamment sur l'aspect technique et peut-être l'aspect sécurité? D'accord, merci à vous. Alors tout d'abord, peut-être un peu de contexte. En fait, dans l'investigation numérique, alors on travaille souvent en équipe, que ce soit les forces de l'ordre ou alors dans le privé. Mais malgré le fait qu'on soit en équipe, on a des défis individuels, nous en tant qu'enquêteurs, et on doit être au top de la technologie, on doit vraiment comprendre la technologie et s'investir dans l'innovation. Et donc, il y a plusieurs étapes successives dans l'histoire de l'informatique, et à chaque fois, il a fallu prendre en compte ces nouveaux défis, et avec l'IA, c'est la même chose. 4 piliers que moi personnellement j'utilise en tout temps, ça va marcher pour l'IA et aussi dans l'investigation numérique en général, mais aussi dans l'informatique, et ça me permet de savoir en tout temps est-ce que je me trouve un peu dans la bonne voie. Donc la première chose, c'est de réfléchir d'un point de vue légal et d'un point de vue éthique, on en parlera certainement après, d'un point de vue technique aussi, forcément, et d'un point de vue sécurité. Donc 4 piliers, et sur lesquels on peut rajouter l'humain, et on en parlera à la fin. Alors d'un point de vue technique, alors 2 points intéressants. Le premier, c'est qu'on a un défi avec l'IA, c'est qu'on va être obligé de la tester constamment. On va être obligé de faire des benchmarks pour mesurer son efficacité sur des cas réels. Ça va nous permettre de vraiment savoir si on peut obtenir de l'IA des gains. Alors ça peut être des gains de qualité, des gains de quantité, par exemple, pour traiter beaucoup d'informations, des gains de temps, voire même des gains de réduction de pénibilité. Alors je sais que dans l'informatique, c'est un peu étrange d'aborder ça. Le but n'est pas de faire parallèle avec la pénibilité physique, mais en informatique, il y a des tâches qui sont redondantes et pas forcément intéressantes. Et si on peut automatiser cette partie-là et se concentrer sur l'analyse, c'est vraiment intéressant. Le deuxième point, c'est que l'enquêteur ou l'analyse va vraiment être un point crucial, un acteur vraiment essentiel dans l'IA, puisque bien souvent, c'est l'utilisateur final des solutions. C'est lui qui va devoir vérifier les résultats. Et pour pouvoir vérifier les résultats, il faut qu'il soit formé, qu'il ait un socle de base à minima sur l'IA. Il faut qu'il puisse comprendre les limites de ces outils, éventuellement les erreurs qui peuvent arriver, et puis aussi qu'il ait conscience des biais, puisqu'il y a des biais dans les algorithmes, et qu'il ait en fin de compte un regard critique, tout simplement. Sur l'aspect sécurité, l'IA, en fait, c'est une surcouche qu'on va rajouter à déjà des contraintes qui sont déjà existantes. Donc, dans l'investigation numérique, on travaille autour du cycle du renseignement et on fait de la gestion de la preuve numérique. Donc, c'est un contexte assez sensible dans lequel on doit gérer de la confidentialité, de l'intégrité, de l'authenticité et de la traçabilité de la preuve. Et on doit aussi faire en sorte que les preuves soient admissibles en justice. Donc on a des enjeux qui sont très forts. Alors peut-être 2 pistes pour arriver à faire tout ça. Déjà, il y a la transparence, forcément, qui est un pilier essentiel. Donc comment on va faire la transparence? Peut-être en utilisant du code open source, par exemple. Peut-être en mettant en place des audits. Voilà, il y a plein de pistes. Et puis, un autre point essentiel, il va vraiment falloir qu'on se pose la question, où est-ce qu'on stocke la data? Où est-ce qu'on réalise les opérations? Au final, ça rejoint les questions qu'on a sur le cloud, c'est la même chose. En fait, avec la particularité qu'on a vraiment, vraiment un gros besoin de confidentialité et de traçabilité.
Alors peut-être revenir sur quelques éléments concrets de ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans le quotidien de l'enquêteur en matière d'investigation numérique. Tout à fait. Alors déjà, je pense que ça dépend vraiment de l'endroit où on travaille. Il y a plein de cas d'usage différents, qu'on soit force de l'ordre, qu'on travaille dans le privé. Dans le privé, il y a les gens qui font de la sécurité. Il y a d'autres qui font plutôt de l'investigation, comme moi, de la recherche en source ouverte. Donc, beaucoup de cas d'usage différents. Un premier cas, moi, que je trouve très pertinent, c'est que dans l'investigation numérique, on est très souvent amené à faire de la programmation et du développement informatique. C'est ce qu'on appelle du scripting, donc ce sont des programmes informatiques qui sont assez sommaires, mais qui répondent à des besoins particuliers. Donc c'est très régulièrement qu'on a ce type d'opération-là à réaliser, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'analyse. Et là, l'IA générative, actuellement, le niveau qu'on peut atteindre avec l'IA générative nous permet de faire de la programmation de ce type-là assez efficacement. Ça ne permet pas de faire des outils, on va dire, de grosses applications, mais pour ce type d'usage, ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut s'y préparer, il faut aussi s'y former, mais c'est assez efficace. Un deuxième type d'application, c'est dans ce qu'on appelle les interactions homme-machine. Donc là, on va plutôt parler des algorithmes de type traitement du langage naturel. Donc on a pas mal entendu parler ces derniers temps de transcription. On a une application qui s'appelle Whisper AI, qui est une application qui est libre d'usage et qui peut s'exécuter localement et qui permet de faire la transcription et qui marche très bien. Donc ça peut être très utile dans certains contextes. Alors je pense notamment aux forces de l'ordre, qui peuvent éventuellement peut-être le transposer pour les interceptions judiciaires, puisque les interceptions judiciaires, c'est c'est une perte de temps assez substantielle pour les enquêteurs. Mais il faut voir l'IA comme un ensemble d'outils. On a tendance beaucoup à parler de l'IA générative, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a plein de types d'IA différentes. Donc par exemple, dernièrement, j'ai utilisé de la reconnaissance vocale pour traiter un cas de fraude qui était assez fastidieux, puisqu'il fallait que j'analyse plus de 6000 images. C'est-à-dire qu'il fallait que je les regarde, que j'analyse visuellement et que je retranscrive dans un tableur les informations intéressantes. Et donc en fait ça, c'était un travail qui devait me prendre à peu près une semaine techniquement. Et en fait, avec la reconnaissance vocale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la saisie par clavier, qui est là où on perd du temps en tant qu'être humain, par des commandes vocales. Donc ça demande une petite préparation, ce qu'on appelle un setup, un protocole. Mais une fois qu'on l'a mis en place, c'est très efficace puisque j'ai pu réduire ce temps de traitement de 5 jours à 1 jour. Donc là, on a vraiment un gain substantiel. En plus, c'est vraiment pas intéressant pour l'humain de faire ça. Et j'ai pu me concentrer sur la partie analyse. Dans le même genre d'idée, ce que j'appellerais de la schématisation automatisée. Donc là, c'est plus de la preuve de concept. En fait, en investigation numérique, on a besoin souvent de représenter graphiquement des investigations ou des axes d'enquête. Et là aussi, ça prend du temps. Il faut prendre un outil, le faire à la main. L'idée de la schématisation automatisée, c'est d'utiliser la reconnaissance vocale couplée à l'IA générative pour automatiser cette représentation. La preuve de concept fonctionne. Maintenant, il faut développer ce genre d'outil un peu en profondeur pour gagner en précision. Alors Julien, peut-être une question, on l'a compris, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. On a eu plusieurs acteurs ici d'Europol notamment qui nous ont parlé de cette utilisation de ces outils qui les aident au même titre que ce que vous évoquez, notamment dans le traitement de cette gigantesque quantité de données pour effectivement gagner du temps aussi, donc cette automatisation dont vous parliez. Quels sont les points que doivent anticiper aujourd'hui les enquêteurs pour pouvoir effectivement adresser au mieux les changements qui sont face à eux et qu'ils vont devoir affronter pour pouvoir prendre toute la quintessence de ces outils dans la réalisation de leur mission? Alors, je pense que contrairement à d'autres types de technologies ou de contextes, par exemple, moi je fais de la recherche en source ouverte, donc c'est très intéressant, mais c'est qu'une partie de l'enquête. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas nécessairement obligé de faire de la recherche en source ouverte. Pour l'IA, à mon avis, c'est un contexte totalement différent puisque l'IA va inonder en fait ce qu'on fait. Donc forcément, on n'aura pas le choix à un moment donné de s'y intéresser. Donc plus tôt on le fait, plus tôt on gagne du temps.
Donc c'est un domaine incontournable. Va forcément y avoir une fracture générationnelle aussi parmi les enquêteurs, donc il va falloir faire monter tout le monde en gamme. Voilà. Mais ça, c'est des défis qu'on a dans l'investigation numérique depuis toujours. Même actuellement, sur des opérations basiques, vous avez des gens pour lesquels il faut encore les aider sur des tâches qui sont pourtant basiques, mais c'est normal. Et aussi, ce qui se passe dans l'IA, c'est qu'on a deux versants à comprendre. On a l'IA en tant que menace. Il faut comprendre, puisque nous, dans nos investigations, on est confrontés à des gens qui vont utiliser l'IA, et on a le volet outils. Donc ça fait quand même deux choses aussi à apprendre et à prendre en compte. Alors peut-être une dernière question sur les enjeux juridiques et éthiques. Hein, vous les avez soulignés dès le départ. Il est possible effectivement pour de l'intelligence artificielle de prendre des décisions, certaines décisions, mais il faut que cela matche avec effectivement un ensemble de normes juridiques, éthiques, qui diffèrent d'ailleurs selon les continents, donc selon les pays aussi parfois. Et donc là, on comprend toute la complexité. Comment vous adressez cette dimension, ce sujet-là, et notamment avec l'AI Act, hein, dont on parle beaucoup, et qui va venir aussi un petit peu encadrer tout cela, en tous les cas, tout le moins pour le versant européen. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'il faut être prudent, il ne faut pas hésiter à tester des choses, mais pas forcément le mettre en production. Hein, si on sent que peut-être on est en zone grise, donc il faut être vraiment très prudent. Sur l'aspect légal et éthique, donc il y a plusieurs pistes possibles. Bien évidemment, tout ce qui est charte éthique, c'est absolument obligatoire. Des chartes éthiques globales, peut-être au fonctionnement d'une entreprise, mais aussi peut-être au niveau projet. Je pense que les comités éthiques, c'est absolument important. On en parle de plus en plus. Pour que ça fonctionne, je pense que dans les comités éthiques, il faut vraiment qu'on réunisse tout le monde, c'est-à-dire l'exécutif, les managers et aussi les enquêteurs, les analystes, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir un débat, en fait. Seul le débat peut permettre de mettre le point sur certains enjeux. Parce que dans l'éthique, on est sur une question morale en réalité, et la morale, est différente pour chacun. Donc chacun peut amener des éléments intéressants. En ce qui concerne l'IA Act, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour tirer les conclusions de ce qui va se passer. Néanmoins, clairement, nous, en Europe, on s'oriente sur être les leaders d'un point de vue éthique. Donc c'est une très bonne chose, à mon avis. D'un point de vue pragmatique et un peu business, comment ça va se passer? C'est compliqué de le dire. Est-ce que, justement, ça va faire de nous des gens plus compétitifs puisqu'on va être normés? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ça va ralentir notre innovation? D'un point de vue d'un enquêteur en investigation numérique, ce qu'on risque de rencontrer, c'est des détournements, en fait, des acteurs qui vont pouvoir peut-être utiliser certaines techniques pour quand même utiliser les technologies. Par exemple, les techniques de détournement, on a la délocalisation de services en dehors de l'Europe, et puis aussi les techniques de blanchiment du renseignement, par exemple. Donc il faut qu'on soit assez méfiant de tout ça. Un petit point de vigilance qui sera nécessaire. Julien Bouzon, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et partagé un petit peu votre quotidien d'enquêteur au cœur de l'investigation numérique. Julien, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue.